œuvrons pour le retour de tous les otages. Je pense à eux en permanence. Israël se garde le droit de reprendre la guerre avec le soutien des États-Unis. Voilà les mots de Benjamin Netanyahou. Ce soir, le Premier ministre israélien, nous l'entendrons dès que nous aurons récupéré donc son intervention. Il promet d'éradiquer le Hamas et de libérer les otages. Ce sont nos objectifs de guerre. Nathan Dever, je voudrais vous entendre. Effectivement, on le sent agacé, Benjamin Netanyahou, ce soir, à juste titre. Le Hamas ne tient pas ses engagements pour l'instant. Il n'a pas fourni la liste des otages libérables à partir de demain matin, 7h30, heure à laquelle entre en vigueur le cessez-le-feu. Bien sûr. Alors, avant l'agacement, il faut quand même préciser qu'il y a une émotion intense dans la société civile israélienne. Bien sûr, cette émotion, elle n'est pas joyeuse puisqu'elle est teintée, elle est empreinte d'une crainte terrible de savoir qui va être libéré, qui ne va pas l'être, dans quel état, mort ou vif, les otages vont-ils être rendus, dans quel état psychologique et physique seront les otages qui rentreront vivants. Enfin, tout ça, on est de l'ordre de l'ineffable. Mais quand même, là, il y a une avancée qui est centrale et qui doit être saluée. La société civile israélienne, depuis le 7 octobre, n'a toujours pas tourné la page, elle n'est toujours pas arrivée au 8 octobre en un sens, elle vit dans cet événement qui s'arrêtera le jour où les otages seront rentrés. Et depuis plus d'un an, il y a une mobilisation qui est énorme en Israël, qui est croissante, qui était initialement une mobilisation purement de solidarité, infrapolitique, qui est devenue politique, parce que le sujet des otages est devenu un sujet politique, même de division en Israël par rapport au gouvernement. Et je crois que là, pour tous ceux qui se sont battus pour pouvoir faire des pas vers la libération des otages, c'est une date qui est centrale. Ensuite, sur l'agacement de Netanyahou, je pense que c'est pas exactement ce que vous dites la cause. La cause, à mon avis, c'est que Donald Trump, en étant réélu, moi j'ai toujours pensé que Donald Trump n'était pas un ami d'Israël. C'est un faux ami d'Israël. C'est un faux ami pour quelle raison ? Il a eu plein de fois des déclarations antisémites. Enfin bon. C'est quelqu'un qui est ami d'Israël tant que ça va dans ses intérêts. Oui. Mais là, aujourd'hui, son intérêt, ça a été de dire on fait un accord d'otages. De la même manière que quand Reagan était arrivé au pouvoir, il avait voulu obtenir une libération symbolique des otages américains à Téhéran. C'était un peu plus que symbolique. Plus que symbolique, mais c'était symbolique parce que ça a été annoncé le jour de son investiture, quelques heures avant l'investiture. Il l'avait promis, hein, oui, voilà. Donald Trump. C'était un engagement de Donald Trump. Quoi qu'il en coûte, d'avoir des otages libérés. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a forcé le bras de Netanyahou. Ce que Joe Biden n'avait jamais réussi à faire dans les mois et même l'année et un peu plus que l'année qui a précédé. Mais c'est-à-dire, il lui a fait du chantage de quel ordre ? C'est-à-dire qu'il lui a demandé d'accepter des conditions que Netanyahou ne voulait pas accepter jusqu'alors. Oui, pourquoi il accepte avec Trump et pas avec Biden ? Pour une raison très simple, c'est que Biden, même si une partie de la droite israélienne pensait que c'était pas un ami, etc., Biden, pour plein de raisons, mais en tout cas, il est jamais allé à l'encontre, d'ailleurs, de ce que demandait le gouvernement israélien. Et que Trump, derrière son apparence d'amitié envers Netanyahou, c'est quelqu'un qui, quand ses intérêts politiques sont en jeu, l'impose. Et évidemment, intimide. Et dit c'est comme ça, et si c'est pas comme ça, ça posera problème. C'est pour ça qu'à mon avis, il y a un enjeu géopolitique qui est assez profond, c'est que là, Netanyahou est en train de découvrir qu'avec le retour de Trump au pouvoir, c'est absolument pas si vous voulez, une carte blanche ou un blanc-seing qui va être donné à son gouvernement, et ça va être peut-être même l'inverse. Et que le jour où il y aura des sortes de contradictions ou de divergences entre les intérêts de Donald Trump et les intérêts de Netanyahou, pas sur les otages aujourd'hui, sur la bande de Gaza, demain éventuellement sur la Cisjordanie, sur la suite des accords d'Abraham, le jour où il y aura des divergences, Netanyahou a compris que ça se fera aux conditions de Trump, parce que Trump pratique la géopolitique d'une manière extrêmement virile. Et je crois que c'est ça la raison profonde de son agacement. Mais quand même, on pense aux otages. On a bien entendu ce que disait Franck Tapiro, c'est une priorité absolue pour Israël de voir revenir les otages, qu'ils soient vivants ou morts d'ailleurs. Bien évidemment, c'est une priorité absolue. Mais il a échappé à personne que pour l'instant, quand les négociations n'ont pas marché, c'était pour plusieurs raisons. D'abord, le Hamas est un mouvement fasciste, est un mouvement islamiste, est un mouvement terroriste. Donc évidemment qu'ils n'étaient pas dans une logique constructive pour les négociations. Comme Franck Tapiro l'a rappelé, on a affaire à des barbares qui font exprès de pas donner les listes, qui ont montré des images, qui ont fait une guerre psychologique en montrant des images d'otages qui étaient absolument terribles, en les faisant parfois filtrer, pas filtrer, etc. Mais en dehors de ça, quand il y avait des négociations et qu'elles ne marchaient pas, c'est parce qu'Israël avait des conditions qui étaient extrêmement claires. Et qui voulait pas reculer, et on peut le comprendre pour certaines raisons, sur le corridor de Netzarim au milieu de la bande de Gaza, sur le corridor de Philadelphie, et que là, à certains égards, ils ont dû reculer sur ces conditions. Et que quand Netanyahou dit que si le cessez-le-feu n'est pas respecté, la guerre sera poursuivie,
Moi, j'en suis pas sûr. Parce que Donald Trump, si c'est pas dans ses intérêts, il dira à Netanyahou, c'est comme ça, point final. Vous êtes en train de dire qu'Israël est la marionnette de Je suis en train Trump. de dire que Israël était Netanyahou était paradoxalement dans une situation bien plus favorable sous Joe Biden que sous Donald Trump. Et il se rendait pas forcément compte que Joe Biden était plus son ami que Trump. Voilà. Je suis pas absolument en désaccord d'ailleurs avec Nathan Dever, c'est-à-dire que on a tendance à penser que Donald Trump finalement, ou plutôt Benjamin Netanyahou, serait en parfaite adéquation politique avec Donald Trump. D'abord, la première chose, c'est que Donald Trump, le 7 octobre à Mar-a-Lago, il a promis l'enfer au Hamas s'il ne libérait pas tous les otages. Mais c'était aussi dans l'intérêt de Donald Trump et aussi dans celui de Joe Biden qui voulait pouvoir s'attribuer les mérites de cette libération, qu'un accord soit conclu pour les raisons qu'a évoquées Nathan. Pour autant, c'était pas les conditions de Benjamin Netanyahou. C'était pas forcément le moment le plus favorable pour lui, parce que cette guerre, il doit encore la mener. Si son objectif est à la fois d'éradiquer le Hamas et de pouvoir obtenir la libération de tous les otages, les concessions qu'il a été contraint de faire forcé par Donald Trump, finalement retarde notamment son objectif d'éradication du Hamas. Aujourd'hui, la Tzahal va être contraint dans les jours à venir de se désengager progressivement de la bande de Gaza, et c'est au prix finalement d'une insécurité probablement plus grande pour Israël. Écoutez les mots de Benjamin Netanyahou, je vais vous lire ce que le Premier ministre israélien a dit. Nous atteindrons tous les objectifs de la guerre, nous ferons tomber le régime du Hamas et ses capacités, et nous veillerons à ce que Gaza ne constitue pas une menace pour les citoyens d'Israël. La mission sacrée de libérer les otages m'a accompagné tout au long de ma vie. L'administration Trump nous a donné tout le soutien nécessaire pour retourner au combat si nous en avons besoin. Le cessez-le-feu est clairement menacé ce soir, messieurs. Non, Nathan? Oui, mais encore une fois, je ne sais pas ce que ça veut dire. L'administration Trump nous a fait une promesse. Quand vous regardez le premier mandat de Donald Trump, les promesses qu'il a pu faire même à ses plus proches alliés n'ont aucune valeur. Les Kurdes, il les a laissés tomber comme rien du tout. Si demain, encore une fois, il estime que il n'a pas envie qu'il y ait une guerre en Israël, que ça va nuire à son électorat, à ses chances à sa popularité, qu'il a envie d'avoir un accord de paix, de continuer les accords Abraham, quel que soit le prix, il le fera. Il y aura aucun problème parce que c'est comme ça qu'il a fonctionné. Je dis pas ça, je suis pas un devin, mais parce que pour l'instant c'est comme ça qu'il a tout le temps fonctionné. Mais il a surtout été beaucoup moins va-t-en-guerre que ne l'ont été les précédentes administrations démocrates. Exactement. Oui, ça c'est vrai ça. Mais d'une certaine manière, on peut aussi s'en réjouir. Ouais. Mais c'est peut-être paradoxal, mais c'est par ses outrances, par sa manière extrêmement énergique de vouloir mener la diplomatie. Le fait est que lors de son précédent mandat, il n'y a pas eu de guerre, et les États-Unis avec Donald Trump sont plutôt dans une sorte de désengagement. La guerre, c'est pas bon pour le business. Comme s'il allait contre les faucons. C'est pas bon pour le business. C'est vrai, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il n'aime pas ça, Donald Trump. Mais c'est vrai. Exactement. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Et sur un point aussi, c'est que, alors, dans le premier mandat, Donald Trump, il a écouté, concernant la région, le Moyen-Orient, il a écouté la vision de Jared Kushner. Donc, il a fait des accords d'Abraham entre Israël et un certain nombre de pays sunnites, où l'autorité palestinienne n'était pas impliquée. Et l'autorité palestinienne a dit c'est une honte absolue, on n'est même pas convoqué à ces accords, etc. Et ils ont coupé toutes les relations diplomatiques avec Trump. Il y a eu un truc très intéressant, c'est qu'après la réélection de Trump, l'autorité palestinienne a salué sa réélection, alors que logiquement, ils devaient se dire c'est pas possible, ce président nous déteste, etc. Que deuxièmement, ils ont fait un certain nombre de communiqués avec des mots extrêmement agressifs vis-à-vis du Hamas, en disant le Hamas est responsable de ce qui se passe à Gaza, enfin des mots qui étaient historiques pour l'autorité palestinienne, en envisageant aussi de supprimer, vous savez, les aides financières qu'ils accordent aux terroristes, etc. Donc tout laisse à penser que si Trump veut poursuivre les accords d'Abraham avec l'Arabie Saoudite, demain, après le 7 octobre, ne pourra pas faire les mêmes conditions qu'avant. Ouais. Donc ils vont probablement dire on accepte de signer, mais à condition qu'il y ait un État palestinien qui soit créé ou quelque chose qui s'en rapproche. Tout laisse à penser que dans ces conditions, Donald Trump pourrait paradoxalement, ironiquement, entre guillemets, enfin l'ironie de l'histoire, être le président américain, qui, dans ces conditions, dira il y aura un État palestinien, point final. Et je pense que c'est ça que la droite israélienne, l'extrême droite israélienne et Netanyahou n'ont pas vu chez Donald Trump, en pensant que parce qu'ils vont dîner à Mar-a-Lago, ils sont dans des relations amicales. Ils ne voient pas que Donald Trump, le jour où ce sera dans son intérêt de lâcher, les conditions posées par Netanyahou et ses proches, il le fera probablement.
Mais c'est aussi dans l'intérêt d'Israël, dans un horizon proche ou plus ou moins lointain, que puisse se constituer un véritable État palestinien. Ah oui, mais moi je suis toujours été favorable à la solution à 2 États. Je suis pas en train de dire il va falloir y arriver, mais avant ça, messieurs, pardon, on attend la liste des otages. Pardon, mais moi, le Hamas ne fait pas le boulot ce soir, ne remplit pas. Ça part du contrat. Le Hamas devait donner la liste des noms des personnes libérables à partir de demain. Vous avez raison, Pascal. Jusqu'au bout, je pense qu'il y aura à craindre que l'accord qui a été conclu soit remis en cause, contrarié, que le nombre d'otages devant être libérés soit peut-être moindre. Jusqu'au bout, il y aura cette crainte. Et je pense ce qui explique le sentiment très ambivalent de la plupart des Israéliens et des familles des otages qui se demandent jusqu'à quand finalement le Hamas se jouera d'eux, continuera ce jeu absolument suppliciel. Il est épouvantable ce jeu, c'est terrible. Mais vous imaginez pour les familles, mais quelle horreur. Écoutez, on va en reparler évidemment dans Europe 1 Soir Week-end dans un instant. Si vous le voulez bien, Raphaël Steinville du JDD, Nathan Devers, je vais vous donner la liste des personnalités qui vont quitter X. Attention, il y a des groupes de presse qui vont quitter X. C'est tout de suite sur Europe 1.